Merci de choisir Gabon Première pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition d'Information. En ouverture de ce journal, cette audience que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordée aux dirigeants du groupe Ebomaf, porteur de plusieurs projets routiers d'envergure. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Travaux publics et de la Construction, Aline Zila, Barthelbois, Cédric Aleka, Communication présidentielle. Véritable levier de développement économique et social, la route occupe une place stratégique dans la politique de transformation du pays. Un ambitieux programme de modernisation du réseau routier dans les provinces de Langouni et de Logoué-Maritime. Ce projet structurant comprend 4 principaux axes: travaux d'aménagement de la route Lebomba-Bigou sur 84 km, le tronçon Bigou-Malinga-Molo long de 124 km, la route Yombi-Carrefour-Abi sur 125 km ainsi que le segment Carrefour-Abi Amboué, long de 119 km. À travers ces différentes réalisations, les autorités entendent améliorer la connectivité des territoires, renforcer les échanges économiques et soutenir la croissance locale. C'est dans cette optique que le président de la République a accordé une audience au président directeur général de la société Ebomaf afin de faire le point sur l'état et les perspectives de ces infrastructures routières nationales. Nous avons 4 projets qui se déroulent actuellement, qui sont exécutés par l'entreprise Ebomaf. Et il est toujours important de venir faire le point auprès du président de la République, chef de l'État, mais également recueillir ses hautes instructions afin que la cadence et le rythme donc, sur le terrain puissent s'accélérer. Ce sont des projets très attendus par les populations. Ce vaste programme s'inscrit dans une dynamique de désenclavement des zones reculées, de dynamisation des activités commerciales et de promotion d'un développement inclusif et durable. Il devrait également générer des opportunités d'emploi et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires. Avec l'entreprise Ebomaf, nous travaillons, nous comptons effectivement accélérer, pour ne pas dire accentuer donc notre proximité, avec dans les prochains jours sûrement le recrutement donc de la mission de contrôle qui va y être affectée aussi, afin de mieux suivre ce qui va se faire sur le terrain et une présence encore plus accentuée, donc plus continue de nos équipes également pour superviser tout ce qui va se faire dans les règles de l'art, parce que nous avons fait confiance, nous avons décidé de faire confiance donc à l'entreprise Ebomaf. C'est la coopération sud-sud que nous mettons au devant de la scène. En misant sur le développement des infrastructures routières, le chef de l'État confirme sa volonté de faire du réseau de transport un catalyseur essentiel du progrès économique et social du pays. Représentant le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a présidé ce jour la cérémonie de présentation au drapeau du premier contingent du corps paramilitaire des eaux et forêts. Il a également procédé à l'inauguration de la salle de traçabilité du bois et visité la salle de l'ivoire. Gaël Bibokoko, Francis Ifunda, Peter Manfoumi, Alain Serge Eyene, reportage. Honneur militaire et décoration du drapeau du corps paramilitaire des eaux et forêts par le vice-président du gouvernement, symbole de l'engagement et de loyauté avant de remettre à plusieurs hautes personnalités civiles les médailles d'or. Monsieur Ulrich Manfoumi, au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, je vous décerne la médaille d'honneur des eaux et forêts échelon or avec toutes mes félicitations. Représentant le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans ce carré d'âme, Herman Imongo est venu réaffirmer la vision du chef de l'État quant à la pertinence et à l'importance de la création de ce corps paramilitaire. Le moment central de cette cérémonie aura été la présentation au drapeau de cette première promotion du corps paramilitaire des eaux et forêts, ainsi que leur prestation de serment solennel. Je jure et promets de protéger, conserver et valoriser nos ressources naturelles et environnementales avec abnégation, loyauté et fidélité, et d'observer en tout temps les devoirs et la réserve que m'imposent mes nouvelles fonctions. Autre temps fort de l'événement, les démonstrations dynamiques des éco-gardes illustrant leur efficacité opérationnelle, notamment dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Créé en 2025 pour renforcer la protection de la biodiversité, ce corps paramilitaire est désormais appelé à mieux sécuriser les aires et espaces protégés et à lutter efficacement contre le braconnage et l'exploitation illégale des ressources naturelles.
Au ministère des Eaux et Forêts, Hermani Mongo a par la suite inauguré la salle opérationnelle dédiée au système de traçabilité du bois et a visité la salle de l'ivoire destinée à conserver les saisies d'ivoire provenant de l'ensemble du pays. Dans la même dynamique, il a également supervisé la signature d'une convention de subvention entre le Gabon et la France visant à renforcer l'action publique dans des secteurs stratégiques. Ce défilé militaire, symbole de la montée en puissance de ce nouveau corps au service de la souveraineté environnementale du Gabon, a mis fin à la cérémonie. L'inauguration du bâtiment abritant le système national de traçabilité du bois a été l'occasion de donner des distinctions à plusieurs acteurs du secteur forêt-bois, mais pas que. Parmi les bénéficiaires, Gébi, une PME 100% gabonaise qui a réalisé la construction de l'ouvrage. Une distinction honorifique pour magnifier l'expertise locale. Lariska Lormamegi Osaga, Jean de Dieu Mamoudou pour le point. Le système national de traçabilité du bois du Gabon et la salle de stockage de l'ivoire qui assure la gestion et la sécurité des saisies de services stratégiques qui sont installés dans ce bâtiment flambant neuf, construit en béton armé pour garantir sa fiabilité, sa solidité, sa sécurité. Cet ouvrage a été réalisé par l'expertise locale, une PME 100% gabonaise qui a réuni toutes les conditions exigées. Son directeur général, Ulrich Nyengele, vient de recevoir une médaille symbole de la patrie reconnaissante des mains du vice-président du gouvernement. Nous avons une direction des marchés et des projets et tous nos travaux sont attribués par appel d'offres. C'est un bâtiment qui est tellement sécurisé et qui détient plusieurs informations. Ce bâtiment est conçu en béton armé et équipé avec une sécurité beaucoup avancée. Nous sommes une entreprise gabonaise au droit gabonais. Nous existons depuis 2012 et nous sommes répartis sur tout le territoire national. Dès son arrivée à la tête du pays, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait ouvertement manifesté sa volonté de donner une place de choix aux PME gabonaises dans le vaste chantier de développement du pays. C'est ici la matérialisation de cet engagement qui s'adosse sur le sérieux de cette PME Gébi Gabon qui montre ici que l'expertise nationale peut s'imposer dans les BTP. Conscient des enjeux, Ulrich Nyengele, actuellement parmi les plus jeunes dans ce domaine select, entend s'affirmer par le travail bien fait et le respect des délais. Suite à l'annonce faite par le président de la République le 23 mars dernier à l'occasion de la journée de l'enseignant, le ministère de l'Éducation nationale annonce le chronogramme du paiement des bourses dans ce communiqué lu par Marlène Mbina. Communiqué. Le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, porte à la connaissance des élèves bénéficiaires de l'allocation d'études du premier trimestre 2025-2026 et les élèves ayant porté réclamation pour le compte du troisième trimestre 2024-2025 que le paiement des allocations débutera le jeudi 26 mars 2026 sur l'ensemble du territoire dans les différents postes comptables de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor selon le chronogramme ci-après. Journée du jeudi 26 mars 2026. Province de l'Estuaire. CS Monseigneur Bessieux, guichet de la Trésorerie générale. Lycée Georges Mabignat, Trésorerie provinciale Estuaire. Lycée privé Mbélé, recette perception Zayon. Lycée public d'Ovando, recette perception Nomba. Lycée Baoumar, recette perception Okala. Province du Haut-Ogooué. CS Mamadou Léo, Trésorerie provinciale du Haut-Ogooué. Province du Moyen-Ogooué, CS Léonard Mbamakoué, Lycée Michel Fanguinoveni et Lycée privé Janvier Nguema Mbumba, Lycée Jean-Baptiste Adiwa, Trésorerie provinciale du Moyen-Ogooué. Province de Langounié, Lycée Albert Martin Samba, Trésorerie provinciale de Langounié. Province de Lanyanga, Lycée général Nazer Boulingui, Trésorerie provinciale de Lanyanga. Province de Logoué-Ivindo, Lycée Alexandre Samba, Trésorerie provinciale de Logoué-Ivindo. Province de Logoué-Lolo, Lycée Jean Stanislas Migolet, Trésorerie provinciale. Province de Logoué-Maritime, Lycée Joseph Ambouroué Avaro, Trésorerie provinciale de Logoué-Maritime. Province du Wollentem, Lycée Richard Nguema Bekale, Trésorerie provinciale du Wollentem. La suite du chronogramme sera publiée par voie de presse et sur l'ensemble de nos plateformes de communication. Voilà.
Ils ont reçu ce matin au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale leur bon de caisse. Il s'agit de plusieurs enseignants en attente de mise en solde. Cette deuxième phase, qui intervient au mois de mars, obéit à un chronogramme mis en place et suivi par la commission tripartite ministère du budget, ministère de la fonction publique et ministère de l'Éducation nationale. Le point avec Nathalie Oki et Gérard Miindou. C'est un jour inoubliable pour ces jeunes fonctionnaires du secteur éducation. Ici, ils récupèrent leur premier bon de caisse des mains des techniciens de la DCRH. Avec la grâce de Dieu, ça a été. C'est une joie, une grâce, tout simplement parce que nous avons attendu cela depuis fort longtemps. Ça me fait 11 ans de cela. Je suis enseignante bénévole à Gamba. J'enseigne à l'école Peigne 5. Sauf que j'ai eu un inconvénient où mon nom est sorti à Libreville. Une reconnaissance de l'État, un changement de statut, une restauration de la dignité de ses compatriotes sortis des ENI, N7, NS et anciens bénévoles. Nous avons vu 442 mises en solde pour les bénévoles et les ENI. Et les 148 NS N7 sont passés en solde. Nous avons eu 352 situations administratives confondues, réclassement, avancement, titularisation. Un chronogramme mis en place par la commission tripartite, pilotée par le vice-président du gouvernement. Nous avons fait une programmation, nous essayons toujours de réajuster. Donc ce mois-ci, le mois de février, nous avons au moins 79. Ce qui prouve qu'on fait toujours des réajustements afin de satisfaire tous les enseignants et de pouvoir finir avant la date prévue. Concernant les agents éligibles de l'intérieur du pays, ils recevront leur bon de caisse via des correspondances. Pour éviter les attroupements à Libreville, les établissements bancaires procèdent aux enrôlements sur les lieux. Place à présent au premier dossier que vous propose la rédaction de Gabon Première. On parle de la modernisation de l'administration qui se poursuit. Le gouvernement vient de franchir une nouvelle étape avec la présentation du nouveau système digitalisé d'établissement du permis de conduire. Un dispositif qui vise plus de transparence, de rapidité et de sécurité. Chez la Mébali, Richard Moubiwa. Fini les tracasseries et les procédures interminables. Place à un système numérique moderne pour l'obtention du permis de conduire. Désormais, grâce à ce dispositif digitalisé, les usagers peuvent rentrer en possession de leur permis en seulement 7 jours. Une avancée majeure qui vise à simplifier les démarches. Le processus commence par le bureau de vérification, ensuite le bureau d'enregistrement, ensuite il y a le bureau de règlement parce que les règlements se font aujourd'hui par mobile monnaie. Donc il n'y a plus d'argent qui circule dans les bureaux. Une fois qu'il a terminé le paiement, il pourra passer à l'étape de prise de biométrique. Une fois cette étape terminée, il lui sera délivré une attestation, une quittance, un quitus qui fera, où il est stipulé qu'il pourra passer dans 7 jours pour récupérer son permis. Autre innovation, la centralisation des données. Elle permet une gestion plus efficace des dossiers et réduit considérablement les erreurs sur les informations personnelles des demandeurs. Et sur ce quitus, l'innovation, c'est qu'aujourd'hui, même le quitus, il est sécurisé parce qu'à l'intérieur, vous avez le visage de l'intéressé et vous avez un code barre qui vous relie aux informations de cet intéressé-là. Mais ce quitus ne vous donne pas l'autorisation de conduire. Donc en attendant que vous puissiez récupérer votre permis digitalisé, carton avec vous. Une fois que vous avez récupéré votre permis digitalisé, vous remettez votre permis en papier au niveau des agents du ministère des Transports. Avec cette réforme, les autorités entendent améliorer la qualité du service public et renforcer la confiance des citoyens envers l'administration. À noter qu'il y a 6 sites d'enrôlement mis à la disposition des usagers. Aussi, ils ont un délai de 6 mois pour moderniser leur permis de conduire et celui-ci rentre ainsi dans l'ère du numérique.
Le permis de conduire rentre dans l'ère du numérique. L'objectif affiché par les autorités est de mettre fin aux faux documents qui circulaient autrefois dans les gares routières ou les circuits parallèles. Avec 5 niveaux de sécurité intégrés, le nouveau permis entend verrouiller le système. Mais concrètement, comment permet-il de lutter contre la fraude? Claude Sage-Boussougou Matumba pour Le Point. Pendant longtemps, le permis de conduire a été l'un des documents les plus faciles à falsifier. Dans certains circuits parallèles, il suffisait de quelques contacts pour en obtenir un sans formation ni examen. Dans certains marchés, comme à la gare routière, des réseaux de faussaires proposaient le fameux carton rose en quelques heures. Et une pratique qui fragilisait non seulement la crédibilité du document, mais aussi la sécurité routière. Certains chauffeurs ont les faux permis. Je pense qu'on va détecter les vrais permis et les faux permis. Ici, si c'est déjà numérisé, comme on le fait désormais avec la carte nationale d'identité, vous voyez que c'est désormais une puce qui a tous vos données et facilement les choses pourront aller. Aujourd'hui, avec le permis digitalisé, le dispositif change complètement de dimension. Les autorités entendent fermer la porte à ces pratiques de fraude avec un dispositif renforcé, basé sur plusieurs niveaux de sécurité, censé rendre toute falsification beaucoup plus complexe. Premier verrou, l'hologramme spécifique. Chaque permis est désormais associé à un code unique, vérifiable instantanément via une base de données centralisée. Impossible donc de dupliquer un document sans être détecté. Deuxième niveau, la technologie NFC, un élément visuel difficile à reproduire qui permet une première authentification rapide à l'œil nu. Troisième innovation, le QR code. En approchant un smartphone compatible, les informations du permis peuvent être lues directement, garantissant leur authenticité. Quatrième barrière, la validation par le Centre national des examens du permis de conduire. Désormais, aucun permis n'est délivré sans traçabilité dans le système officiel. Enfin, la signature de l'autorité compétente vient certifier le document, ajoutant une couche institutionnelle supplémentaire. C'est donc un système désormais pensé pour rendre la fraude beaucoup plus difficile, voire impossible. Contrairement à l'ancien système, chaque permis est désormais unique, traçable et vérifiable en temps réel. Pour les forces de l'ordre, cela représente un gain considérable. Les contrôles deviennent plus rapides et surtout plus fiables. C'est sécurisant parce que ce ne sera pas possible à la reproduction. Parce que les anciens, vous remarquerez que même au niveau de la gare routière, disons, on le fait. Avec ce permis digitalisé, les autorités tournent définitivement la page des faux documents et espèrent assainir un secteur longtemps gangréné par la fraude. Parlons toujours du permis digitalisé. Cette fois-ci, on s'intéresse à sa rapidité et à sa fiabilité. L'analyse de Stevio Yann Mizui. Les objectifs du ministère des Transports ont clairement été définis dans la feuille de route transmise aux membres du gouvernement Ulrich Monfumbi. Il s'agit, entre autres, de l'implémentation de l'efficacité, de la mise en pratique de la transparence et de rendre accessibles les services publics. Ces valeurs sont des moteurs qui concourent à dynamiser, à booster le secteur des transports. Lancer la digitalisation du permis, c'est mettre en pratique une avancée majeure dans la transformation du numérique. Car ce permis de conduire sous format papier était sujet à toutes sortes de critiques, car exposé à des pratiques peu orthodoxes telles l'usurpation. Les autorités en charge de ce pont de l'administration avaient à maintes reprises décrié la corruption qui sévissait autour de son établissement. Numérisé, le document s'est sonné le renouveau. Un signal fort pour le changement, une volonté affirmée de rompre avec les anciennes pratiques et positionner le système transport comme un véritable outil technologique au service des usagers. La rapidité avec laquelle le document est établi inspire la modélisation que toute l'administration emboîte le pas. Plus besoin d'attendre l'infini pour être en possession de son document. Plus aucune crainte de le perdre, il est numérisé. Fini avec l'usurpation d'identité. Que dire de la facilité lors des contrôles routiers? La vie simplifiée et peut-être aussi la conduite en mieux. Une simplification qui n'enticherait en rien la fiabilité, selon les experts de la question. La sécurisation des données personnelles passe par la collecte biométrique, l'enregistrement des empreintes et la signature du demandeur.
Des éléments qui freinent également des fraudes. Cet élan, impulsé par les pouvoirs publics, démontre à suffisance la volonté de bâtir un nouveau Gabon comparable aux pays développés. Les réformes politiques engagées au Gabon continuent de susciter l'intérêt des partenaires internationaux. Le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Nombian, a reçu en audience l'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon. Au cœur des échanges, le processus de transition en cours et les perspectives liées à l'avènement de la 5e République. Les détails avec Arnaud Monza, Ludovic Bitégué et Gaius Mbele. Reçue au cabinet du ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Cécile Abadi, ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, vient pour faire le point des réformes politiques engagées par le pays hôte depuis lors. Nous avons abordé un certain sujet, la réforme des partis politiques, du financement des partis politiques, l'environnement dans lequel opère la société civile, beaucoup de sujets très différents dont on a pu faire un point de situation sur justement l'état des lieux de ces réformes et sur ses objectifs en ce début de mandat présidentiel et depuis qu'il a pris fonction. Des réformes qui visent à améliorer la gouvernance, la transparence et la justice sociale. Et l'Union européenne accompagne le Gabon dans cette lancée. Il est très intéressant pour nous, Européens, de voir comment nous pouvons accompagner ce processus. Ces réformes, inscrites comme cheval de bataille pour les plus hautes autorités, devront répondre aux attentes des Gabonais et promouvoir une démocratie inclusive et représentative. Ouvrons le second dossier de la rédaction. Dans nos sociétés, les notions de succession et héritage sont très souvent confondues. Pourtant, elles renvoient à des réalités bien distinctes. Entre transmission des biens et cadre juridique, les différences sont quelquefois déterminantes. Dans ce reportage, Pelagimwi Ovono nous éclaire sur le sujet. À première vue, héritage et succession semblent désigner la même chose. La transmission des biens après un décès. Mais en réalité, ces deux termes ne recouvrent pas exactement la même notion. Autrement dit, la succession est une procédure. Elle encadre légalement la transmission du patrimoine du défunt. On parle de succession quand quelqu'un est parti, ça veut dire la suite qu'un ascendant laisse à ses descendants. Ça peut être des descendants ou des collatéraux. L'héritage et la succession sont des concepts juridiques qui sont naturellement encadrés par la loi. La succession, c'est la transmission de ce patrimoine-là, ce patrimoine d'une personne décédée à ses héritiers. Le fait pour le droit ou la loi de confier de façon légale ce patrimoine à vos héritiers, c'est ce qu'on appelle la succession. C'est la transmission du patrimoine aux ayants droit. L'héritage, quant à lui, correspond davantage à ce que reçoivent concrètement les héritiers. Mais l'héritage ne se limite pas aux biens matériels. Il peut aussi être culturel, moral ou symbolique. On hérite de tout. Si votre père a laissé des dettes, s'il a un passif, vous héritez de ce passif-là aussi. S'il a des actifs, vous héritez de tout. L'héritage n'est rien d'autre que l'ensemble du patrimoine, n'est-ce pas, transmis par un décédé, c'est-à-dire une personne qui est décédée à l'ensemble de ses héritiers. Ainsi, si la succession relève du cadre juridique et administratif, l'héritage renvoie à une dimension plus large, parfois émotionnelle et identitaire. Comprendre la différence entre héritage et succession, c'est mieux appréhender les enjeux liés à la transmission, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, un sujet essentiel au cœur de nombreuses familles. Au Gabon, la question de l'héritage familial continue de susciter inquiétude et incompréhension après le décès d'un époux ou d'un parent. Certaines veuves et orphelins se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles. Entre pratiques traditionnelles et méconnaissance des droits, beaucoup peinent à faire valoir leur héritage. Esmine Kayumba, Gérard Magnagna, reportage.
Orpheline de père et de mère, Nina a du mal à joindre les deux bouts, pourtant ayant hérité d'une maison et d'une parcelle. On avait une grande parcelle, il avait donné un ami un côté pour dire que tu construis, dès que tu rends en retraite, tu libères. L'ami n'a pas libéré jusqu'à sa mort. Quand papa est décédé avant, il a dit à ses enfants que construire, c'est pas pour eux. Et pourtant, le terrain est borné. Et je suis la seule à combattre. J'étais obligée de laisser. Après plusieurs tours en justice, Dame Nina n'a plus de force. D'ailleurs, pour elle, il n'y a aucune justice au Gabon, du moins pas pour les orphelins. Si tu es en haut, que l'autre n'a pas le haut, je ne pense pas qu'il y aurait justice. La justice, c'est quand vous savez deux personnes en haut. Donc regarde comment je suis. Je cours là en plein air et je n'ai pas vraiment de clients. Comme elle, de nombreux orphelins et même des veuves voient leur avenir compromis du fait de la spoliation de leur héritage. Pourtant, des solutions existent sur le plan juridique. La loi gabonaise a subi des modifications. La deuxième partie du Code civil qui traite justement de la succession. Alors, cette modification est la loi numéro 003/2015 portant modification du Code civil. Aujourd'hui, on se retrouve avec le conseil successoral qui est constitué uniquement de la veuve et des orphelins, ce qui a permis d'alléger ici les procédures en matière successorale. Les parents qui ont mis au monde leur enfant ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas concernés, ils ne viennent plus lorsqu'il faut parler de succession, ils ne viennent plus prendre part à la procédure. Sauf que lorsque quelqu'un décède, s'il n'a pas laissé d'enfant, c'est à ce moment qu'on appelle les frères et les sœurs. Une loi existante, mais souvent ignorée, sinon contournée. Il faut que les Gabonais cultivent d'abord l'esprit de veille juridique. Les gens doivent pouvoir savoir les textes qui sont mis à leur disposition. Il arrive des femmes, des veuves qu'on déshérite parce que peut-être les faits ont été établis. Et le tribunal a statué là-dessus. Protéger les veuves, défendre les orphelins, c'est une question de justice, mais surtout d'humanité, car derrière ces injustices, ce sont des vies qui basculent et un avenir qui s'étend. Ouverture d'une nouvelle filiale du groupe Sogam Équipe à Ngouéni, dans la province du Haut-Ogooué, suite à une forte demande des locaux. Ces derniers auront désormais à leur disposition du matériel BTP de qualité. Reportage. Jusque-là confrontés à des difficultés d'approvisionnement et de disponibilité de matériaux de qualité, la ville de Ngouéni, chef-lieu de l'Ekabi de Holo, au centre de la province, dispose désormais d'une unité à même de répondre aux besoins croissants de la population et autres opérateurs du Haut-Ogooué en matière de BTP. Entité du groupe Sekagadis, Sogam Équipe a décidé de s'établir en province. Notre but était d'arriver en Ngouéni, de pouvoir faire de la proximité aux populations ici dans l'Haut-Ogooué, Ngouéni même et tous les alentours, et de pouvoir proposer toutes nos gammes. On peut retrouver dans nos magasins toutes nos gammes de Sogam Équipe Libreville, et sans une inflation importante, on est quasiment au prix de Libreville. On veut amener la proximité, tous les produits Libreville, en faire bénéficier en province. Le magasin de Ngouéni, la réponse à une demande locale longtemps exprimée. Le président de la République prendre l'amélioration des conditions de vie, c'est vraiment la bienvenue. C'est une action qu'il faut saluer et qui rentre en droite ligne effectivement de la politique du chef de l'État, qui est celle de rapprocher les opérateurs économiques des populations. Pour les principaux opérateurs économiques de la province, c'est une aubaine. C'est plus proche de nous. Il faut dire qu'en électricité, on a toujours commandé sur Libreville et peut-être un peu plus loin. Et là, on a la proximité du matériel disponible au sein même de Ngouéni. Donc, on apprécie ça avec satisfaction. Maire d'une cité en développement, Marie-Joséphine Bongotila a salué l'arrivée de l'opérateur. Après Libreville et Port-Gentil, nous souhaitons donc la bienvenue à toute l'équipe de Sogam Équipe en Ngouéni. Ngouéni, c'est le deuxième magasin Sogam Équipe dans l'arrière-pays, après Port-Gentil, Libreville étant le siège. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, 23h. Au revoir.